Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Paris, Île-de-France pour le grand débat des législatives. Nous sommes en direct à 4 jours du premier tour. William, nous allons passer 1 heure ensemble avec nos 5 invités. Oui, 5 invités représentant des 5 grandes familles politiques. Aurore Berger, ancienne jupéiste, désormais candidate La République En Marche dans les Yvelines. Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Olivier Faure, président du groupe PS dans la dernière assemblée, de nouveau candidat en Seine-et-Marne. Jordan Bardella, conseiller régional Front National, candidat en Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, candidat en Seine-Saint-Denis également pour la France Insoumise. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Alors on l'a dit, certains d'entre vous sont candidats à ces législatives, mais ce soir ici vous êtes les représentants de vos partis respectifs. On ne parlera donc pas précisément de vos circonscriptions. Et bien sûr, je veillerai à l'équilibre des temps de parole entre les uns et les autres. Alors sur le fond, impossible, même en 1 heure, de balayer tous les thèmes de cette campagne. Nous en avons choisi 2, l'emploi et le pouvoir d'achat, parce qu'ils nous concernent tous au quotidien. Mais avant cela, William, un mot du contexte politique de ce scrutin. Inédit, Marlène, pour la première fois, les 2 partis dominants de la scène politique française étaient absents du second tour de la présidentielle. Les soutiens d'Emmanuel Macron viennent désormais de la gauche comme de la droite. Recomposition donc, mais renouvellement aussi, puisque La République En Marche fait le pari d'obtenir une majorité absolue avec une moitié de candidats sans aucune expérience politique, quasi inconnue pour la plupart. Voilà un scénario inimaginable il y a quelques mois encore. Depuis 2012 et la victoire de François Hollande, toutes les élections intermédiaires, notamment dans notre région, semblaient indiquer que 2017 serait une année d'alternance classique comme notre pays en est coutumier. Petit rappel avec Aude Blachet. Aux législatives de 2012, c'est une première historique. La gauche remporte une majorité de circonscriptions dans la région, avec 53 députés sur les 97. En Seine-Saint-Denis, un seul élu de droite conserve son siège. Même dans les Hauts-de-Seine, complètement acquises à la droite depuis 20 ans, des élus PS font leur entrée. Certainement l'effet Hollande, 1 mois après la présidentielle. En 2014, la lune de miel est bel et bien terminée. La sanction ne tarde pas à tomber aux élections municipales. Hormis Paris qui reste à gauche, plusieurs bastions du PS et du PC basculent dans la région. Il y a Argenteuil, première ville du Val d'Oise, ou encore Villejuif, place forte communiste depuis 1925. En Seine-Saint-Denis, la droite détient désormais 21 mairies sur les 40 du département. La surprise vient aussi du côté de Mantes-la-Ville. Le Front National y remporte sa première victoire en Île-de-France. Une vague bleue qui va se confirmer en 2015, lors des élections départementales. L'Essonne et la Seine-et-Marne basculent à droite. Dans les Yvelines, l'UMP et l'UDI s'offrent même le grand chelem. Le Val-de-Marne, lui, reste le seul département communiste en France. Coup de grâce la même année avec les élections régionales. L'Île-de-France, dirigée par la gauche depuis 17 ans, bascule à droite, à 60 000 voix près. Mais ces cartes pourraient être de nouveau rebattues lors des législatives, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Au premier tour de la présidentielle, il est arrivé en tête dans 7 des 8 départements avec 28,63% des voix, devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Une dynamique Macron qui pourrait être amplifiée par le scrutin majoritaire à 2 tours. Regardez la dernière projection de notre institut de sondage Ipsos-Steria, 395 à 425 sièges pour En Marche et le Modem. D'autres instituts sont un peu plus mesurés. Aurore Berger, vous visez en tout cas une majorité absolue à l'Assemblée, 97 sièges en jeu dans la région. Au vu des résultats de la présidentielle, l'Île-de-France vous semble un terrain assez favorable. Ce qui est sûr, c'est qu'on a complètement rebattu les cartes lors de cette campagne présidentielle et avec l'élection du président de la République, Emmanuel Macron. Et nous, notre ambition, c'est de mettre en œuvre le projet du président de la République qui lui a permis d'être en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis c'est un projet qui n'a pas changé entre l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui n'est pas le cas pour d'autres formations politiques et non des moindres. Et donc on vient avec la cohérence du projet, avec la dynamique qui est portée évidemment par le président de la République, puisque dans les premiers jours, les premières semaines de ce mandat, on voit quand même un changement très clair de méthode, de mode de fonctionnement et puis le rassemblement qu'il a réussi à réaliser avec Édouard Philippe qui est devenu son Premier ministre. Mais les scores étaient très bons en Île-de-France. Vous comptez notamment sur la région, avec des disparités locales bien sûr, mais vous comptez notamment sur beaucoup de circonscriptions en Île-de-France? Mais évidemment, parce que l'Île-de-France est toujours une région extrêmement importante dans ces élections. Donc évidemment, on le savait pour l'élection présidentielle et ce sera le cas aussi pour les élections législatives.
Je pense qu'il y a des places fortes, comme on dit, des bastions qui, à mon avis, peuvent clairement basculer à Paris comme dans un certain nombre d'autres départements. Olivier Faure, en 1993, seuls 7 députés socialistes avaient échappé à la vague bleue en Île-de-France. Vous envisagez que ça puisse être pire cette fois ? Écoutez, moi je n'en sais rien, je vois les sondages, je vois les votes des Français de l'étranger et c'est vrai que c'est une évidence, Emmanuel Macron aura dimanche prochain, ou plutôt le 18 juin, une majorité claire, nette à l'Assemblée. Et donc la question qui était posée du vote utile n'est plus posée. Aujourd'hui, on sait qu'il aura une majorité. Maintenant, le vote utile, c'est de savoir pour chaque Français s'il veut une majorité qui soit monocolore, une assemblée monocolore avec des députés qui seront tous identiques, ou est-ce qu'ils chercheront au contraire à faire en sorte que le débat puisse continuer à exister avec des parlementaires qui seront là avec leur diversité, avec leur approche, avec leur identité et qui permettront de faire avancer le débat et trouver des solutions. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et faire contrepoids en quelque sorte. Ça dépendra des fois. Moi, je ne sais pas, parce que à l'instant, on vient de dire que le programme d'Emmanuel Macron n'avait pas changé entre les présidentielles et les législatives. C'est pas faux. Simplement, il est toujours aussi flou. Sur le code du travail, pour l'instant, nous ne savons toujours pas ce qu'il veut faire. C'est précisément un thème qu'on abordera tout à l'heure. Si nous savions, justement, je l'ai bien écouté et je n'ai toujours pas de précision, puisqu'entre les documents qui chaque jour sont diffusés par la presse et ce que nous dit le Premier ministre, il y a un grand écart. Alors justement, on essaiera d'y voir plus clair tout à l'heure. La question, dans un flou pareil, c'est effectivement d'avoir des parlementaires qui feront leur travail et qui donc chercheront, article après article, à préciser la pensée gouvernementale et donc à faire avancer le pays dans le bon sens. Roger Karoutchi, en début de campagne, les Républicains, François Baroin en tête, prétendaient pouvoir imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez encore, franchement ? Si je vous dis oui, vous me direz que je suis optimiste. Mais je vais vous dire oui quand même. D'abord parce que je pense que les Français font bien la distinction. Emmanuel Macron est président, sa légitimité n'est pas en jeu. Et nous n'avons pas l'intention d'être un groupe politique qui, à l'Assemblée, bloquerait les réformes. Naturellement, on votera les textes qui vont dans le bon sens, on amendera. Et c'est ça la force du Parlement. Emmanuel Macron a besoin, lui aussi, en vrai, pour ne pas se planter, pour ne pas se tromper, il a besoin d'avoir des groupes politiques différents du sien, qui amendent, qui évoluent, qui fassent bouger les lignes. Je vous parlais d'arithmétique, là, vous avez vu les résultats. Olivier Faure, il faisait allusion aux résultats des Français de l'étranger. Écoutez, les Français de l'étranger, ils ont voté à 19%. On peut imaginer, espérer qu'en métropole, il y aura quand même beaucoup plus de votants. Nous, notre électorat de droite et du centre, moi je leur dis, vous avez Macron, il est président de la République. Votez pour vos candidats, proches de vous, et qui défendront réellement vos convictions, sans sectarisme, mais qui défendront vos convictions. Allez, Alexis Corbière, vous aussi, vous vouliez imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Est-ce que certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon, je pense à ses propos sur Bernard Cazeneuve, par exemple, n'ont pas un petit peu cassé cette dynamique ? Pourquoi les autres, vous leur demandez des politiques et moi, de suite, c'est une petite polémique. Je vous demande si la dynamique parce que moi, est pas je ne veux cassée. pas parler de ça. Non, je ne vois pas où est la dynamique. Je pense qu'au contraire, il y a une force politique nouvelle qui s'appelle la France Insoumise, qui est en dynamique. Je le vois objectivement sur le terrain. Les plus gros rassemblements qui ont été faits de campagne, je ne dois pas parler de ma circonscription, mais ils sont autour de Jean-Luc Mélenchon, tout candidat confondu, j'ai envie de dire. Nous partons de zéro, donc de toute façon, nous serons en progression. Mais je pense même qu'une autre majorité est possible. Parce que je vais vous dire, là où on peut parler des sondages, moi je veux parler des faits. Au premier tour de l'élection présidentielle, M. Macron a obtenu 24% d'exprimés et 18% des inscrits. Et en raison de ce deuxième tour, un peu tordu, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'il y a un rejet de l'extrême droite dans ce pays. M. Macron est élu. Très bien, dont acte. Maintenant, après, il y a le fond. Je ne crois pas que ce pays qui s'est levé contre la loi El Khomri a envie d'avoir une réforme du Code du travail qu'il ne s'agit pas de préciser, cher Olivier Faure. C'est assez clair, c'est pas flou. Ils veulent casser le Code du travail. Ils veulent aller plus loin que ce qu'avait fait le gouvernement socialiste. Ils veulent créer des conditions qu'on va discuter dans les entreprises, y compris des rémunérations, avec la possibilité demain qu'on va baisser les salaires. On peut dire non. Non, mais c'est le fond politique. C'est plus intéressant que de savoir la dernière polémique en date. Parce que ça concerne tous les Franciliens. Est-ce qu'ils acceptent, au vu de la réalité des conditions difficiles de vie dans la région, qu'on baisse les salaires, qu'on augmente la précarité, qu'on licencie plus facilement? Moi, je veux parler de ça. Et si on peut parler de ça dans les 3 jours qui restent, vous verrez que le résultat n'est pas celui que les sondages nous répètent. Que le jeune prince ou le jeune roi doit sidérer tout le monde. Il y a la politique et les Franciliens sont intelligents. On va en parler dans quelques instants. Jordan Bardella, après le second tour de la présidentielle, vous vous présentiez, le Front National, comme le premier parti d'opposition de France. Mais pour les législatives, ici en Ile-de-France, c'est une autre affaire. Avoir un député FN, vous y croyez ?
Oh, mais bien sûr, nous sommes en campagne dans l'ensemble des circonscriptions d'Île-de-France pour, je dirais, participer de cette recomposition de la vie politique française qui est en train de se dessiner. Nous sommes, je crois, le premier parti d'opposition de fait. Je crois que les propos de M. Carucci sont très clairs. Les Républicains sont aujourd'hui prêts à s'allier à M. Macron. Et je crois qu'en réalité, nous appelons l'UMPS depuis un certain nombre de temps, s'appelle en réalité En Marche, donc dont acte. M. Macron a réussi à rassembler, je dirais, les mondialistes de son côté. Nous construisons à la recomposition du camp patriote de notre côté. Nous sommes, encore une fois, en campagne. Et ce qui va se jouer, je crois, lors de ces élections législatives, est absolument fondamental. Parce qu'encore une fois, le projet que porte M. Macron est dangereux pour le pays. On parlait de la loi travail. Je partage ce qui a été dit. Et je crois qu'il est important d'envoyer un maximum de députés à l'Assemblée nationale qui défendront courageusement les Français. M. Macron, il aura la majorité. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. De toute manière, les Républicains font en sorte qu'il l'ait s'il n'arrive pas à l'avoir dans son propre camp. Donc voilà, je veux dire, le choix il est clair. M. Macron aura peut-être sa majorité, mais il est important d'envoyer un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale pour, encore une fois, poursuivre la dynamique qui a été enclenchée par Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Aurore Bergé, La République En Marche présente beaucoup de candidats novices en politique, sans expérience. Certains de vos adversaires parlent déjà de députés bénis oui-oui. Est-ce qu'ils seront aux ordres du président Macron ? Ce qui est amusant, c'est les déclarations successives qu'on a eues. On a eu pendant la campagne présidentielle un candidat, François Fillon, qui nous disait qu'on avait des candidats Internet. Bon, vous voyez qu'on a des candidats en chair et en os. Ensuite, on nous dit, et les Français nous disent depuis des années, il faut présenter des gens qui sont issus de la société civile. Et quand on présente des gens issus de la société civile, on dit « Ah oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas déjà été députés. Donc est-ce qu'ils seront compétents pour le devenir ?» C'est sûr que s'il faut d'abord avoir été député pour le devenir, j'ai un désavantage et on est nombreux à avoir un désavantage. Je pense par contre qu'on a des compétences acquises par rapport à la fois au métier que nous pouvons exercer et aussi certains responsables associatifs ou autres qui se sont engagés. Voilà, moi je vois juste qu'en un an, Emmanuel Macron a réussi... Mais la capacité de dire non, peut-être ça va trop loin sur ce point. Ces députés, ils l'auront, franchement. Et pourquoi ils l'auraient plus ou moins que d'autres ? Pourquoi ils seraient Parce qu'ils sont élus juste avec une étiquette En Marche sur le front. Souvent, personne ne les connaît dans les circonscriptions. Il y a quelques semaines, on nous disait encore que c'était impossible que nous ayons une majorité absolue. Aujourd'hui, tout le monde autour de ce plateau est en train de nous dire c'est bon, il aura une majorité absolue. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver nos partis pour qu'on ait quand même une voix au chapitre. Mais les Français, ils en ont rien à faire qu'on sauve le Parti socialiste ou les Républicains. C'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est de savoir si on va ou non gouverner ce pays, si on va ou non le réformer. Et après, on peut décider ensemble de la manière avec laquelle on veut le réformer. Nous, on a mis un projet sur la table, qui est le projet présidentiel et qui n'a pas changé pour les législatives. C'est pas le cas pour le Parti socialiste, c'est pas le cas pour les Républicains, c'est pas le cas pour le Front National. Vous avez clairement changé le projet entre... D'abord, ça sera plus simple. Mais non, mais c'est la vérité. Justement, nous, on n'a pas changé de projet. On n'a pas changé de projet. Olivier Faure. Et les candidats condamnés que vous avez pu, moi j'ai une petite liste si vous voulez, quand vous avez investi M. Servat qui nous explique que l'homosexualité est une abomination, chez moi dans mon département, Madame Avril, souscrivait le sommeil, donc bon. S'il vous plaît, Monsieur Bardella, on a dit qu'on n'entrait pas dans le détail des circonscriptions. Merci. Olivier Faure, on parlait des partis traditionnels. Aujourd'hui, quand on voit les différents candidats présentés par le Parti socialiste, il est où, en fait, le parti entre les candidats comme Manuel Valls, qui se présente sous l'étiquette majorité présidentielle, et puis Benoît Hamon, qui tire plutôt vers la gauche. Il est où, le parti, dans tout ça ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis aussi pour le renouvellement et pour le renouveau. Et d'ailleurs, la moitié de nos candidats sont eux-mêmes issus du terrain, du rang, si je puis dire, et n'avaient pas été députés auparavant. Et ne soyons pas non plus dans la communication absolue. Les gens qui sont députés ont été société civile avant d'être députés. Et tout le monde est société civile avant de devenir député. Donc tout ça est un peu... Beaucoup d'attachés parlementaires qui sont députés, qui n'ont jamais exercé un métier. On ne va pas faire votre parcours à vous, ce serait trop long. Ça avait été initié notamment par la loi. Il y a un renouvellement incontestable du fait du non-cumul des mandats qui se met en place. D'accord. Si d'une circonscription à l'autre, c'est pas forcément le même socialisme qui est défendu. C'est possible d'avoir aussi des choses à exprimer dans ce débat. Moi, la société civile, j'y crois depuis toujours. Je me suis engagé en politique derrière Michel Rocard. Et donc, c'était même l'un des éléments fondateurs de sa façon de travailler. Ça veut dire quoi, travailler avec la société civile ? Ça veut dire justement, non pas repeindre des gens en députés, ça veut dire constamment avoir ce lien avec la société civile, le maintenir avec les ONG, avec les associations, avec les syndicats. Et donc, avoir ce respect-là
de cette confrontation, de cette possibilité de co-construire des choses ensemble, et non pas de travailler, comme je le vois aujourd'hui, par ordonnance, et nous dire qu'on respecte la société civile. Ça serait complètement contradictoire. Ça, c'est la réponse à Laurent Berger. La réponse à Marlène Blin, s'il vous plaît. C'est simplement s'il vous plaît, sur la ligne du PS aujourd'hui, et le manque de lisibilité peut-être. Pour la ligne du PS, je crois que vous avez évoqué Manuel Valls. Manuel Valls a fait un choix. Il a décidé qu'il partait du Parti socialiste. Très bien. Il est aujourd'hui candidat majorité présidentielle dans son département, et donc nous verrons quelle est la route qu'il poursuit, mais je ne pense pas qu'il veuille adhérer au groupe socialiste. Je pense qu'il a l'intention d'adhérer à En Marche. Donc voilà, pour Malek Bouti, c'est la même chose. Ils ont eux-mêmes annoncé qu'ils étaient partis. Et j'en prends acte. Et donc, ils ont terminé cette histoire qu'ils avaient avec nous. Moi, je souhaite au contraire maintenir cette histoire parce que je crois que depuis un siècle, ce qui a été produit pour les Français de meilleur, les progrès sociaux qui ont été conquis dans ce pays l'ont été à chaque fois parce que la gauche était présente et qu'elle a su convertir des combats qui étaient des combats militants en loi et donc faire en sorte que ça rentre dans les faits et non pas simplement dans la revendication. Roger Carucci, le risque, je vous vois rigoler, mais le risque d'éclatement. Le risque d'éclatement, est-ce qu'il n'existe pas aussi à droite? Certains évoquent déjà deux groupes parlementaires, pro et anti-Macron. Est-ce qu'il n'y a pas deux droites irréconciliables? Non, il n'y a pas deux droites irréconciliables. Quand on a créé l'UMP, on savait qu'il y avait des gens un peu plus sur la nation autour du RPR et d'autres un peu plus sur l'Europe ou la liberté ou le libéralisme autour de l'UDF. Et ça a très bien marché. À plusieurs reprises, on a gagné. Moi, je veux seulement dire que j'entends ce que dit Aurore Berger, mais par exemple, les Républicains présentent 60% de candidats qui sont candidats pour la première fois. Il y a moins d'un député sortant sur deux qui se représente. On a, par définition, largement ouvert. Parce qu'il y a qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a beaucoup de maires de droite. Mais, oui, d'accord. Mais c'est un petit peu la loi est la loi pour tout le monde. Elle est aussi la loi pour En Marche. Et quand on dit société civile et élu, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, avant de devenir sénateur, j'étais agrégé d'histoire, j'ai enseigné, j'étais inspecteur général de l'éducation nationale. À un moment, vous avez un métier, puis vous êtes élu. Et quand vous devenez sénateur ou député, tout le monde veille bien à ce que vous ne puissiez plus avoir d'activité en parallèle. Donc, la société civile, ça a du sens par rapport à l'action, à la réflexion. Ensuite, dans l'engagement, vous venez tous de la société civile, vous devenez parlementaire et vous vous consacrez à vos concitoyens. Mais il n'y a pas une séparation entre le milieu des élus et le milieu de la société civile. Nous avons 500 000 élus locaux et les Républicains en ont énormément. Ils ont tous un métier. Ils ne sont pas hors sol. Et Jordan Bardella, 34% des voix pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, beaucoup moins en Ile-de-France, 21%. Elle-même admet qu'il faudra évoluer sur certains points au Front National. Votre avis personnel, qu'est-ce qu'il faut changer au FN ? Bon, Marine Le Pen l'a clairement dit. Je crois que le Front National a réuni, c'est vrai, un nombre inédit de voix dans l'histoire de notre mouvement. Nous avons réuni près de 11 millions de voix. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que le Front National peut évoluer. Je crois que cette élection a aussi montré que les partis traditionnels, les vieux partis, étaient devenus obsolètes. Et je crois qu'il faut qu'on soit en mesure de devenir une plateforme d'accueil de l'ensemble des électeurs patriotes qui se sont portés, de ces 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur le Front National. Ça peut passer par le changement de nom, ça peut passer par un certain nombre de choses dans l'organisation de la structure, ça peut passer sur une nouvelle manière de penser l'implantation locale qui est essentielle dans le cadre même d'une campagne présidentielle. Donc je veux dire, nous verrons, nous allons travailler. On parlait par exemple des questions programmatiques sur la question de l'euro. Nous pourrons peut-être faire davantage de pédagogie sur toutes ces questions de souveraineté qui ont fait peur aux Français, c'est vrai. Donc voilà, je pense que tant dans la victoire que dans la défaite, il y a à un moment donné des remises en question qui doivent se poser. Mais en tous les cas, le Front National est présent dans l'ensemble du territoire et nous espérons avoir un maximum de députés. Une dernière question sur le contexte politique. Alexis Corbière, faute d'accord, la France Insoumise et le Parti communiste vont être en concurrence dans beaucoup de circonscriptions. À gauche, il y a une tradition de désistement. Est-ce que vous la respecterez au soir du premier tour ? Décidément, pour la deuxième fois, j'ai une question qui passionne les gens. C'est ça ? Non, mais c'est pas très intéressant. Ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on propose aux gens ? Moi, c'est ma dernière question politique. Je suis pour que M. Macron n'ait pas une majorité, c'est clair. Et je demanderai un engagement très clair, notamment sur la question du code du travail. Et tous ceux qui parleront... Non, mais donc on analysera. Mais la question... Pardon, moi ça m'intéressait plus. Vous voyez, donc ça peut intéresser des électeurs de gauche de savoir s'il y aura un désistement réciproque au soir du premier tour. Vous ne l'avez pas posé au Parti Socialiste, parce qu'ils appelleront à voter pour les candidats France Insoumise, etc. Pour l'instant, on vous demande déjà par rapport au Parti communiste.
après. Mais franchement, non mais, de quoi vous parlez? Quelle est la question? Là, je ne comprends même plus ce que On vous vous dites. demande Est-ce s'il y que aura un pour désistement, en tout cas de votre part, en faveur du candidat de gauche le mieux placé au soir du premier tour. S'il s'agit de battre les candidats de Macron et qu'il y a des engagements, notamment sur la question du code du travail, parce que vous l'avez dit clairement, il y a des endroits, il y a des gens qui se disent de gauche, où ils disent je soutiens Macron. Ben, ils n'auront pas mon soutien, c'est des faux, ils peuvent se dire de gauche, je ne bataille pas sur les mots. Donc ce sera du cas par cas. Ben, permettez-moi d'analyser, je pense qu'il y aura beaucoup de candidats France Insoumise au second tour. C'est ça l'événement, j'aimerais que vous l'entendiez. Et ne me demandez pas de commenter les derniers événements, parce que la force neuve qui apparaît, c'est plutôt nous, franchement, et qui apparaît à des scores très importants, en tête dans des... Non mais avec la République En Marche, très bien, mais tout le monde loue la République En Marche. Nous avons plus de candidats, de 94% de nos candidats, eux, n'ont jamais été élus. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau ce soir et pas un représentant du Parti communiste. Mais merci, mais c'est la raison pour laquelle permettez-moi de parler de moi et pas... D'accord, c'est pour ça, moi je veux parler du fond. On présente des chômeurs, on présente des précaires, nous sommes les seuls à renouveler... J'aimerais terminer là-dessus. Oui. Et ce qui intéresse, à mon avis, sur des questions après de droit, de changement politique, c'est qu'est-ce qu'on promeut. La Ve République, selon moi, met à distance le citoyen. Je suis le candidat, avec tous mes amis, qui porte l'idée de 6e République. Par exemple, le droit de révoquer les élus au cours du mandat. Ça, c'est intéressant. C'est ça que veulent les gens. Par quoi elle va être marquée, peut-être, cette législative? Par une abstention. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression qu'on les dépossède de leur pouvoir, qu'ils votent parfois pour des gens qui ne respectent pas leur engagement. Comment fait-on pour donner le goût d'aller voter? Moi, c'est comme ça que je mène campagne. Très bien. Moi, je ne peux pas terminer. Si. Bon, d'accord. Donc le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc. Vous voyez, c'est par des droits nouveaux qu'on va rapprocher le citoyen du vote. Ça, c'est intéressant. Et là, je termine. La République En Marche, soi-disant force nouvelle, c'est la Ve République à l'ancienne. Les pouvoirs présidentiels, le monarque présidentiel qui peut par ordonnance, ça va être un code... Il y a des lois d'habilitation qui sont votées à l'Assemblée nationale. C'est la Ve République à plein. Aucun changement institutionnel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On va y venir, Monsieur Karoutchi me l'a enlevé de la bouche. On va donc passer à vos programmes et à notre premier thème, le pouvoir d'achat. C'est l'une des préoccupations majeures des Français. Quel est l'état des lieux dans la région? On fait d'abord le point avec Mathilde Laban. En Île-de-France, le coût de la vie est 9% plus cher que dans les autres régions. La faute au foncier principalement. Pour se loger, il faut mettre 25% de plus que la moyenne nationale et jusqu'à 50% de plus à Paris. C'est dans la capitale que les prix flambent. En juin, le prix au mètre carré a battu un record, tous arrondissements confondus, comptez 8 700 € le mètre carré. Les locataires dans le privé ne sont pas mieux lotis, le logement représente un tiers de leur budget. Se loger, mais aussi se soigner, sortir et se nourrir coûte plus cher, environ 6% de plus qu'ailleurs. Alors les Franciliens vivent-ils au-dessus de leurs moyens? Pas sûr, car en moyenne, ils gagnent 20% de plus que dans le reste de la France. Un écart qui s'explique aussi par le nombre de cadres, beaucoup plus nombreux et plus diplômés en Île-de-France. Alors William, on évoquait le poids du logement dans le budget des Franciliens. Emmanuel Macron propose notamment d'exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation. Oui, parce que pour le président de la République, c'est un impôt injuste parce qu'il varie d'une commune à l'autre, qu'il ne reflète pas forcément la taille ou le confort d'un logement. À partir de 2020, un célibataire dont le revenu de référence ne dépasse pas 20 000 € par an en sera exonéré. Pour un couple avec 2 enfants, le seuil sera de 60 000 € par an, 5 000 € par mois donc. Coût de cette réforme estimé à 10 milliards d'euros. L'État prévoit de payer la taxe d'habitation à la place des ménages, ce qui n'empêche pas des élus locaux, des maires de droite notamment, de s'inquiéter. Roger Karoutchi, la crainte, c'est que la compensation promise ne dure pas. Franchement, on va arrêter de faire de la langue de bois. Depuis des années, sous les gouvernements précédents, les collectivités locales sont étranglées. On a baissé les dotations de manière considérable. Chaque fois qu'on nous a dit transfert de responsabilité, mais aussi transfert de financement, on n'a pas eu le financement et on a eu la responsabilité. Là, cette affaire, vous comprenez, c'est facile. Au lieu de dire comment on va réduire les dépenses de l'État pour réduire la fiscalité de l'État, on vous dit, on va enlever 10 milliards, mais c'est 10 milliards des collectivités locales. Et on leur dit, alors on va compenser. Dès qu'on a demandé au nom des collectivités locales, compenser quand, comment, par quoi, est-ce que vous transférez une fraction d'impôt national aux collectivités locales? La réponse pour le moment, c'est de dire, dans le cadre de la baisse des subventions à venir, on baissera moins que ce qui était prévu. En clair, perdez 10 milliards tout de suite et vous verrez bien si un jour vous avez de l'argent. Donc tout ça n'est pas sérieux. La suppression de la taxe d'habitation, c'est un moyen pour le gouvernement
de dire nous on ne fait pas d'efforts et on va demander encore aux collectivités locales, qui sont les collectivités de proximité, de solidarité, de faire les efforts. Un mot, Aurore Berger, sur la compensation, puis une autre inquiétude, parce que pour ceux qui vont continuer à payer cette taxe d'habitation, est-ce que le risque, c'est pas de la voir exploser ? Alors c'est un sujet qui est sérieux, je ne suis pas d'accord avec la présentation qui en a été faite par Roger Carucci. Il n'y a pas de suppression de la taxe d'habitation, il y a une exonération pour 80% des Français, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les communes vont continuer à fixer les taux, ils peuvent les baisser d'ailleurs, ou elles peuvent continuer à les augmenter. Ce qui se passe, c'est que évidemment, la compensation se fera sur la base des taux qui auront été fixés au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition. Sinon, vous imaginez bien l'effet d'aubaine que ça pourrait représenter par certaines communes qui voudraient continuer à augmenter. Et pour les 20% 10 milliards qui vont aujourd'hui. à payer cette taxe. Mais ce n'est pas les 20% qui restent qui vont compenser les 80% qui ne payent plus. C'est l'État. Ça dépendra des collectivités locales. Avec quel âge? Bien sûr que non. Comment? Bien sûr que On n'en sait non. rien. Vous savez très bien, vous avez le droit de vous opposer politiquement à cette mais mesure, c'est pas le sujet. mais pas de raconter C'est pas- n'importe quoi sur la mesure existante. C'est une mesure qui est la mesure qu'en tout cas on propose dans notre projet et qui est accessoirement maintenant celui du projet du président de la République. C'est flou, c'est très flou. Olivier Faure, est-ce qu'elle est juste déjà? Je veux finir sur Allez-y, cette finissez, mesure. mais je reviendrai après parce Je que veux finir c'est sur très très flou. Non, c'est absolument pas flou. finissez, Olivier Faure enchaînera. Exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français et vous avez rappelé les seuils qui seront fixés. Compensation, ça coûte 10 milliards d'euros. Et on le sait, ça coûte 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Ça a été budgété et financé. Quand Emmanuel Macron, en campagne, est allé devant l'Association des maires de France, il a assumé cette mesure qui n'était pas une mesure populaire devant les maires et il a aussi ajouté qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales, ce qui dans les 2 derniers quinquennats d'ailleurs n'a pas été le cas. Donc voilà, on n'assume pas de baisse de dotation globale de fonctionnement pour les collectivités, c'est-à-dire l'argent de l'État qui est adressé aux collectivités et une exonération pour les ménages. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, c'est un impôt injuste. On paye moins de taxes d'habitation dans le centre de Paris qu'on en paye nous en ruralité dans les Yvelines. Et donc c'est un problème aussi d'égalité de traitement entre nos concitoyens qui n'ont pas le même niveau de service public, qui n'ont pas le même niveau de service public et d'accès aux services publics dans le centre de Paris et au fin fond, moi, de mon département. On précise que ce sera une exonération totale à partir de 2020. Olivier Faure. C'est surtout un impôt injuste parce qu'en réalité, il y a une disparité entre les communes, mais il y a aussi une disparité entre les revenus, puisqu'on ne tient pas compte des revenus dans cette taxe d'habitation. Donc moi, je suis effectivement pour aller vers sa suppression, mais par son remplacement par autre chose. Et pas forcément ce que Madame Berger propose là. Parce que, comme vous l'avez compris, l'État va compenser à l'euro près la première année. Mais la deuxième année, l'inflation va commencer et donc on continuera à compenser au même niveau. Et donc progressivement, les collectivités verront leurs ressources diminuer. Et donc elles auront alors là 3 choix. Soit faire en sorte d'augmenter ceux qui continuent à payer la taxe d'habitation et qui supporteront le surcoût, soit augmenter la taxe foncière pour les propriétaires qui auront passé 20 ans ou 25 ans à épargner pour acheter leur maison, ils apprécieront, soit de dégrader les services publics et donc ce seront ceux qui sont les moins bien lotis dans une collectivité parce qu'ils payent des tarifs sociaux dans les cantines, à la bibliothèque, tout ce que vous voulez, à la piscine, eh bien ceux-là seront pénalisés. Et donc, c'est tout le problème de ce projet qui est quand même entouré d'un gigantesque flou. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut demain des parlementaires qui puissent s'assurer que cette réforme-là ne soit pas un marché de dupes. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ne pas mettre tous ces zones dans le même panier, comme vous l'aurez compris, parce que là, il risque d'y avoir des surprises qui peuvent être effectivement très sévères pour les franciliens que nous sommes. Alors, Jordan Bardella, vous aussi, vous proposez dans votre programme de baisser la taxe d'habitation pour les plus modestes, c'est-à-dire quel seuil, qui serait concerné et dans quelle mesure? Pour les revenus les plus modestes, et moi je reviens juste, si vous me permettez, sur ce qui a été dit. Je pense qu'il y a une énorme contradiction. Défini, en fait, encore une fois, c'est que ce n'est pas bien défini, c'est flou, non, mais dans votre et qu'il y a une contradiction, si vous voulez, à vouloir d'un côté exonérer la taxe d'habitation les ménages, et en même temps à vouloir augmenter la CSG, qui frappera notamment les plus modestes, à savoir les retraités. Donc, pour vous, les plus modestes, ça commence où? Écoutez, la taxe d'habitation, nous l'avons dit, pour les salaires qui sont inférieurs à 1 500 €, nous l'avons dit, nous proposons notamment, pour compléter, une prime de pouvoir d'achat pour tous ces classes populaires qui sont déjà étranglées par le matraquage fiscal, une prime de pouvoir d'achat qui permettrait de doper les revenus, le revenu net à la fin du mois jusqu'à 1 500 €. Et donc sur la taxe d'habitation, donc c'est 1 500 €, c'est quoi? C'est 80%, 70% de moins? C'est quelle proportion? Mais écoutez, nous verrons, nous l'adapterons. Nous avons un objectif politique de diminuer la taxe. Non, parce que nous prenons en compte des réalités, nous ne faisons pas des promesses que
nous ne serons pas en mesure de tenir. Non, c'est vous qui êtes très flou. Et pour compléter, je crois que nous allons effectivement vers un étranglement progressif des collectivités locales qui sont déjà submergées et qui sont obligées, il faut quand même le dire, aujourd'hui de supporter des missions politiques que l'État régalien n'assume plus. Enfin, je veux dire, moi, dans mon département de la Seine-Saint-Denis, qui est submergé par le RSA, le département est toujours dans l'incapacité de le financer d'une année sur l'autre. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des promesses qu'on ne soit pas en mesure de tenir. Nous, sur le pouvoir d'achat, nous critiquons notamment et nous alarmons sur l'augmentation de la CSG qui va encore une fois mais vous répondez pas sur la taxe d'habitation. Je vous ai répondu, frapper les plus pauvres et notamment les retraités. Donc il y a quand même une contradiction dans votre discours et c'est le flou permanent chez M. Macron, comme d'habitude. Alexis Corbière, vous plaidez de façon générale pour une progressivité des impôts locaux. Certains paieraient moins, d'autres paieraient plus? Non, de l'impôt sur le revenu. On est pour 14 tranches d'impôt. La révolution fiscale, c'est pas parce que l'impôt sur le revenu, il est injuste aujourd'hui. Nous, on est pour le lisser davantage, passer à 14 tranches d'impôt pour faire en sorte que les revenus les plus aisés payent davantage, mais à partir de 4 000 euros, tout de même, c'est une somme qui reste importante, il y aurait une baisse de l'impôt sur le revenu. Et ainsi, on lisserait mieux. Et ça nous permettrait de dégager 20 milliards. C'est quand même une idée forte. Il faut une révolution fiscale. Tous les fiscalistes le disent aujourd'hui. C'est surtout la classe moyenne qui paye beaucoup d'impôts sur le revenu, et notamment votre reportage était bien fait. À Paris, c'est difficile. Parce que ce que dit votre reportage, certes, les salaires sont supérieurs de plus 20 par rapport à la moyenne nationale, mais fort inégalement répartis. En Seine-Saint-Denis, on a 18% de chômage, beaucoup de gens payés au SMIC, et dans les Hauts-de-Seine, même s'il y a des gens formidables dans les Hauts-de-Seine, mais enfin, il y a des salaires plus élevés. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Et là où j'ai un désaccord, il faut aller vite, pardon. Mais... Dites-nous un mot sur la taxe d'habitation. Non mais voilà, le problème de la taxe d'habitation, c'est que ça va creuser encore plus. Le fait qu'il va y avoir des communes qui déjà ne touchent plus la taxe professionnelle quasiment, ça fait mal. Si vous supprimez ça, la question c'est quelles sont les recettes qui sont apportées aux communes? C'est compensé. Pourquoi vous... Non mais on a bien vu que c'est une fragilité. Et quand même c'est compensé. De toute manière, c'est de l'argent public. C'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. C'est-à-dire à la fois d'où vient l'argent, qui paye. Vous voyez, quel est l'intérêt de compenser avec de l'argent public si ce n'est en fait de dire... De rendre du pouvoir d'achat aux Français justement. Oui mais d'accord, mais si c'est compensé, vu qu'en plus vous voulez faire, vu que vous avez des ambitions, vu que vous avez... Non mais je voulais terminer là-dessus, c'est que vous avez des ambitions de faire baisser le budget de l'État pour rembourser la dette, donc vous allez... Si vous consacrez 10 milliards pour rembourser ça, où est-ce que vous allez faire des coupes sombres? Et vous l'avez dit, 125 000 postes de fonctionnaires, des coupes claires, vous allez faire 125 000 postes de fonctionnaires en moins, une fois de plus, moins de services publics, etc., etc. Et on va creuser encore plus les inégalités dans notre région. Moi, je ne suis pas d'accord. Juste un mot. Je voudrais dire, techniquement, moi j'ai un souvenir, parce que tout le monde l'a, sur le transfert des lycées. Et là, je le dis à Aurore Berger, la première année, la compensation était pratiquement au niveau de la dépense des régions. Au bout de 10 ans, on était à 30% de la dépense. C'est-à-dire que, évidemment, au début, vous êtes à peu près compensé. Mais en réalité, la compensation se réduit d'année en année parce qu'elle n'est pas réévaluée. Roger Carucci, on a compris. Alors, vous parliez de montre à l'instant, Alexis Corbière. Moi, je l'ai la montre. On est à peu près à la moitié de cette émission, donc on va enchaîner. Pour augmenter le pouvoir d'achat, William, il y a une autre mesure qui est proposée par Emmanuel Macron, c'est de baisser les charges salariales, mais de compenser de l'autre côté par une hausse de la CSG. Expliquez-nous. Ah oui, c'est un mécanisme de balancier. D'un côté, on donne aux salariés, fini les cotisations chômage et les cotisations maladie prélevées sur la fiche de paie. De l'autre, on prend en augmentant la CSG qui touche les salaires, mais aussi les retraites, les revenus des indépendants ou encore les revenus du capital. Il y aura donc des gagnants, les salariés du privé principalement, 390 € de plus par an pour un employé qui gagne 2 000 € brut par mois. Des perdants aussi, un retraité avec une pension lui aussi à 2 000 € par mois, il perdra 400 € par an. Seuls les retraités qui touchent moins de 1 200 € par mois ne seront pas pénalisés. Et puis il y a le cas des fonctionnaires et des indépendants. Leur cas n'est pas encore tranché. Le gouvernement réfléchit à une compensation. Olivier Faure, seriez-vous prêt à voter une telle mesure? Écoutez, il y a là aussi, non pas du flou, mais du bon et du mauvais. Moi, qu'on fasse gagner du pouvoir d'achat aux salariés, publics et privés, j'y suis évidemment disposé. Ce qui m'inquiète, c'est que là aussi, on est dans un jeu de bonneteau, avec des gens qui gagnent et puis aussi des gens qui perdent. Et ceux qui perdent, malheureusement, ce sont les retraités. Et ils perdent à partir de 1 200 € par mois. Ouais, est-ce qu'on considère franchement qu'un retraité à 1 200 € est quelqu'un de fortuné, un privilégié? Est-ce qu'on pense que quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle à assumer, à créer de la richesse pour le pays, peut être, au moment où il n'a plus d'autre revenu que son revenu de retraité, où il n'a pas d'autre
possibilité de rebondir, il ne trouvera pas un autre emploi, eh bien, on lui dit à 1 200 € tu es riche. C'est quand même dur, c'est d'autant plus dur que dans le même temps, le gouvernement s'apprête à supprimer l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, parce qu'on considère que ceux qui ont une propriété immobilière doivent continuer à payer l'impôt sur la fortune, mais en revanche, les actionnaires, eux, ils en seraient exonérés. Avouez quand même que le tableau est un peu sidérant et qu'on aimerait qu'on rétablisse dans cet équilibre global de la justice, parce que c'est au fond ce que les Français ont demandé en élisant Emmanuel Macron. Ils ont demandé de la justice, ils ont demandé à ce que les règles soient plus claires, plus de transparence, en finir avec le vieux monde. Mais pour en finir avec le vieux monde, cela suppose que l'on en finisse justement avec des privilèges qui sont d'un autre âge et qui ne sont plus compréhensibles. Et donc, si vous voulez demain faire en sorte que ces choses-là ne se produisent pas, il faut rééquilibrer, parce que cette majorité, on le voit bien, elle est progressivement tirée vers Madame Berger, vers la droite, vers... On a compris le fond de votre pensée. J'espère que vous avez compris. Roger Karoutchi, je suis sûr que vous allez être d'accord pour vous. Vous allez être d'accord, je suis sûr, pour vous inquiéter pour les retraités. Double peine pour les retraités. Écoutez, François Hollande nous avait inventé, on est riche ou pratiquement à partir de 4 000 €. Là, je reconnais que Emmanuel Macron fait quand même très fort. Parce qu'effectivement, dire que les retraités à partir de 1 200 € vont être perdants, franchement, en Ile-de-France, 1 200 €. Vous vivez bien avec 1 200 € par mois en Ile-de-France et c'est vous qui allez subir le rééquilibrage. C'est même pas admissible. Et j'espère et je pense que l'Assemblée nationale et le Sénat ne voteront pas cette mesure. Et que dans le cadre de la loi d'habilitation, dans le cadre de tout ce qu'on voudra, on veillera quand même à ce qu'un certain nombre de choses soient corrigées. C'est l'avantage d'ailleurs d'avoir des députés qui ne soient pas uniquement sur la ligne. Moi je pense que franchement, ça n'est pas possible. Et je le dis d'ailleurs d'autant plus que beaucoup chez nous, à commencer par Bruno Le Maire, avaient fait campagne sur la baisse de la CSG d'à peu près 20 milliards, alors qu'on nous propose une hausse de la CSG de 20 milliards. Alors, il y a des contradictions. Autant avoir des députés et des sénateurs qui se battent sur leurs convictions et sur un vrai partage. Alors Aurore Berger, justement, qu'est-ce que vous leur dites à ces retraités qui vont payer plus de CSG sans bénéficier d'allègement de charges ? Déjà, il y a une présentation à faire qui me semble être moins caricaturale que celle qui vient d'être faite. Pourquoi on pas la augmente... mienne, j'espère. Non, je ne parlais pas de vous. C'était très clair. Je parlais pas de vous. Merci. On a essayé de faire un effort de pédagogie. Alors allez-y, on vous écoute. Pourquoi on augmente de 1,7% la CSG pour pouvoir financer des baisses de cotisations sociales qui vont bénéficier à celles et ceux qui travaillent. Vous, M. Karoutchi, en tout cas votre parti, vous avez prôné entre la présidentielle et les législatives une baisse de l'impôt sur le revenu de 10% que vous ne financez pas. Nous, justement, à un moment, il faut aussi être honnête dans la présentation qui est faite. Et on ne peut pas être en permanence schizophrène en disant il faut baisser notre déficit, baisser notre dette et dire on va juste promettre des baisses. Donc vous leur dites qu'il faut faire des efforts. Donc on dit juste qu'on a un projet qui est à la fois un projet qui permet de mieux rémunérer le travail, parce qu'aujourd'hui on ne gagne pas assez en travaillant. Et c'est ça aussi un vrai sujet dans notre pays, notamment en Ile-de-France. Et ce que vous disiez dans le reportage est très vrai. C'est pas possible de se loger en Ile-de-France, notamment à Paris. Les salariés etc. du privé vont y gagner. On est d'accord. Qu'est-ce que vous dites à ces retraités? Mais moi, je les vois tous les jours. Donc évidemment, ils s'inquiètent. Mais je leur dis ce que je vous dis là. Je leur dis que je ne leur mens pas. Je leur dis que je ne leur mens pas et que je ne vais. Dites-leur. Dites-leur les yeux dans les yeux. Je leur dis les yeux dans les yeux sur les marchés. Je leur dis, monsieur Faure, si vous me laissez finir. Je leur dis les yeux dans les yeux sur les marchés que justement, si on veut que le travail paye mieux, eh bien nous, on assume de dire qu'on fera une petite hausse de la CSG. Je leur dis qu'on prendra en charge aussi des frais de santé qui sont énormes dans le cadre de la dépendance, que ce soit les prothèses dentaires, que ce soit les prothèses auditives. Je suis désolée, mais ça rentre aussi dans le cadre du pouvoir d'achat. Je leur dis qu'on va exonérer 80% des foyers de la taxe d'habitation. Je leur dis qu'on va augmenter le minimum retraite. Je leur dis qu'on va augmenter le minimum retraite. Je leur dis qu'on va augmenter les allocations aux adultes handicapés. On a compris. Vous êtes tous les deux très en avance. Je vais donner la parole à Jordan Bardella qui lui est très en retard. Pour vous, la hausse de la CSG, c'est hors de question. Moi, je trouve que ce programme de M. Macron, il est terrible parce qu'en réalité, M. Macron, il porte un projet économique de mort aux pauvres. Et on le voit bien d'ailleurs avec cet exemple de la CSG, parce que la CSG va frapper encore une fois les retraités les plus précaires d'entre nous, les retraités qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, qui ont vu geler les pensions notamment sur un certain nombre d'années sur les gouvernements successifs, qui ont de plus en plus de mal à se soigner, à trouver un médecin parce que les
déserts médicaux sont aussi un véritable sujet dans la ruralité comme dans les banlieues. Mon département, la Seine-Saint-Denis, est également concerné. Donc nous sommes évidemment en opposition totale avec cette mesure et que nous combattrons évidemment à l'Assemblée nationale. Nous avions proposé dans le cadre de la campagne de revaloriser les pensions des petites retraites. Je crois que c'est la moindre des choses. On ne vit pas aujourd'hui avec 1 200 € et je crois que quand on a fait vivre des politiques aussi néfastes aux retraités pendant un certain nombre d'années, je crois que ce que vous proposez est encore une fois une politique de mort aux pauvres et aura des conséquences dramatiques pour nos retraités et les plus précaires d'entre nous. Alexis Corbière, vous proposez d'augmenter le SMIC assez largement, le salaire des fonctionnaires également. Oui, à revenir sur le gel du point d'indice depuis 2010. Un salarié du privé à, disons, 1 500 € par mois, qu'est-ce qu'il gagne en votant pour vous ? Déjà, je répète, 14% des salariés qui sont payés au SMIC, ça aurait une augmentation significative, c'est important. Le SMIC est aujourd'hui à peine à 100 €, 120 € au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire donc à 1 100 €, il passera à 1 300. 1 326 €. Il y aurait une augmentation des salaires, c'est indispensable. Vous évoquez la situation des fonctionnaires. Monsieur Faure ose dire qu'on est revenu sur le gel du point d'indice, mais quand même, globalement, toutes les études démontrent que les fonctionnaires, il y a une perte du pouvoir d'achat. Je pense notamment au milieu enseignant, on est à 30% de moins de rémunération par rapport à nos collègues allemands. On pourrait continuer la liste. Nos fonctionnaires, et notamment ils le savent en région parisienne, ont les plus grandes difficultés. Mais je voulais insister, d'être redondant. Je reviens sur ma question. Oui, je vous en prie. Un salarié du privé un petit peu au-dessus du SMIC, qu'est-ce qu'il gagne en votant pour la France Insoumise ? Une augmentation de salaire. Quand nous organiserons une conférence salariale, à partir du moment où vous augmentez le SMIC, nécessairement ça a pour effet que l'ensemble des salaires doivent être augmentés. Non, mais ça crée une dynamique positive au niveau d'entreprise. Nous proposons une conférence salariale. Pardon, pas au contraire. Nous sommes pour une conférence salariale qui organise justement une augmentation des salaires. Mais ça commence d'abord, je répète, par l'augmentation du SMIC. Mais je voulais revenir tout de même sur ce qu'on vient de dire pour insister à quel point moi j'ai un désaccord de fond, quitte à être redondant avec cette histoire d'augmentation de la CSG. Non mais ça veut dire 60% de nos anciens vont voir leur CSG augmenter. Et est-ce qu'on peut accepter l'idée que c'est nos anciens qui vont financer une pseudo-augmentation de salaire qui en plus profitera, on l'a pas dit, surtout aux salaires les plus élevés, parce que la petite augmentation de salaire qui est proposée pour les salariés du SMIC sera encore plus profitable pour les hauts salaires. Donc c'est vraiment une injustice qui verra ce que les salaires les plus élevés profiteront beaucoup et les salaires les plus modestes, eux, auront une hausse quasi limitée. Donc c'est vraiment donner plus aux riches et faire payer les plus modestes. C'est mettre les choses à l'envers. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Avec la France Insoumise, on sera, c'est clair, je préfère le dire, en radical désaccord. On ne sera pas là pour négocier, amender. C'est non, archi non. Et si vous voulez dire non à ça, vous avez un bulletin de vote clair. On va passer à un thème qui, je le sais, vous tient à cœur, donc on va y aller. C'est l'emploi, puisque ça reste encore le meilleur moyen d'avoir du pouvoir d'achat, c'est d'avoir un travail. Un petit rappel d'abord avec Aude Blaché. L'Île-de-France est le poumon économique du pays. À elle seule, la région réalise 28% du produit intérieur brut national. 82% de ses actifs sont employés dans le secteur des services, dans l'administration, la banque, le tourisme, l'aide à la personne ou encore le commerce. Des secteurs qui recrutent. Pour 2017, les prévisions du Crédoc et de Pôle emploi sont encourageantes. Ils anticipent près de 350 000 embauches en Île-de-France. Bonne nouvelle également sur le front du chômage. Pour la première fois depuis le début de la crise de 2008, le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement baissé l'an passé. À la fin de l'année 2016, près d'1 million de personnes étaient inscrites à Pôle emploi, soit 8,6% de la population active. Il y a bien sûr derrière ces chiffres des disparités. La Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise affichent des taux de chômage plus élevés que la moyenne nationale. Cette embellie globale est notamment liée aux créations d'entreprises, plus 12,9%. En effet, 443 entreprises naissent chaque jour dans la région, la moitié d'entre elles relevant du micro-entrepreneuriat. Alors, l'objectif affiché d'Emmanuel Macron, William, c'est 7% de chômage d'ici 2022. Pour ça, il y a une priorité, la réforme du Code du travail. Oui, le gouvernement veut aller vite. Il a dévoilé une feuille de route hier au syndicat. Confirmation des 3 axes prioritaires. Le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur pour déroger au Code du travail ou à un accord de branche. La fusion des instances représentatives du personnel. Enfin, le plafonnement des indemnités prud'homales. Alexis Corbière, pour vous, il n'y a pas de lien entre l'épaisseur, certains diront les rigidités du Code du travail et le nombre de chômeurs? Voilà, vous avez tout dit. Je pense que voilà. comme il faut que vraiment, je crois qu'il n'y a aucun lien.
Premièrement, le code du travail est épais parce que c'est de la jurisprudence, parce que le travail s'est précisé au cours des siècles, le travail est de plus en plus complexe, donc il y a beaucoup de cas où il faut préciser. C'est du degré de civilisation, le code du travail, ça permet chacun de se protéger, etc. Et c'est vraiment une gageure de libéraux vulgaires que de considérer que plus le code du travail est épais, plus ça pose un problème. Le code de la route aussi, il est là, il protège, etc. Bon, bref. Moi, comme je dois aller vite, je le sais, je suis en radical désaccord avec ça. C'est dangereux. Votre reportage est bien fait. Je répète l'argument donné tout à l'heure. On va même discuter désormais, si on les laisse faire, à ce qu'on puisse baisser les salaires au niveau des entreprises. Dans un pays où il y a 5 à 6 millions de chômeurs, il va de soi que la pression sera terrible. Donc, il faut une réglementation qui protège. Et enfin, c'est une lubie qui n'a jamais marché que de faire croire qu'en flexibilisant encore plus, en ubérisant encore plus la société, on va créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut avoir des grands projets. Nous, on propose la transition écologique, notamment dans la région, ça pourrait des formes de piste. Là, chez Macron, il n'y a pas le début d'une piste de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour créer de l'emploi. Par contre, pour précariser les gens, flexibiliser, on voit bien ça, c'est M. Gattaz qui applaudit. Alors, Jordan Bardella, vous aussi, je vous voyais acquiescer. Hors de question d'aller plus loin dans la loi travail. Cette loi, vous voulez même l'abroger. Nous avions mis en garde durant la campagne présidentielle sur la mise en œuvre d'une loi El Khomri puissance 10. En réalité, M. Macron, il applique la feuille de route de l'Union européenne qui consiste à faire des salariés français des salariés Kleenex qu'on peut jeter quand le patron ne le souhaite pas. Donc nous sommes évidemment contre cette loi qui sera encore une fois passée par ordonnance, donc en passant par perte et profit la démocratie et le souhait des salariés français. Avant et nous après, proposons, c'est une simple formalité d'habilitation, mais en réalité, cette loi ne requerra pas l'adhésion, je crois, des Français. Nous l'avions vu notamment au niveau des manifestations de la loi El Khomri. Nous proposons l'instauration d'un véritable patriotisme économique qui consisterait d'une part à donner une priorité à nos entreprises dans la commande publique par exemple, c'est aujourd'hui interdit par les règles de l'Union européenne. Nous proposons notamment de baisser les charges et de simplifier tous ces normes administratives dont beaucoup d'ailleurs viennent de l'Union européenne dans le cadre des petites entreprises et de soutenir réellement nos TPE, nos PME. Nous avons proposé notamment de libérer du CICE, de le reconcentrer, de le recentrer vers les petites et moyennes entreprises et vers les start-up. Donc énormément de choses à faire, mais en opposition totale évidemment avec cette dérégulation du travail qui va se poursuivre avec cette nouvelle loi dont on sait peu de choses d'ailleurs. Il aurait été bien que M. Macron la présente avant les élections législatives plutôt que de passer encore une fois par pertes et profits la démocratie et d'attendre que les pleins pouvoirs lui soient donnés à l'Assemblée nationale. Aurore Bergé, on voit que le sujet est très clivant, vous vous en doutiez. Une majorité absolue à l'Assemblée, est-ce que ça ne mettrait pas le gouvernement vraiment en position de force par rapport aux syndicats? Ce serait carte blanche? Enfin, vous avez une image de l'Assemblée nationale et des majorités parlementaires qui est assez étonnante parce que c'est le discours qu'on peut entendre ici ou là. C'est que si Emmanuel Macron a une majorité extrêmement large, il sera peut-être moins enclin à négocier, ou le gouvernement sera moins enclin à négocier. Il le dira, on a la légitimité des urnes. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que de la part de l'ensemble des autres partis qui sont représentés ici sur le plateau, il y a une volonté évidemment que nous n'ayons pas une majorité absolue, ou en tout cas d'essayer de sauver les meubles pour leurs partis respectifs. Sauver la démocratie. Mais sauver la démocratie. La démocratie, elle s'est exprimée au moment de la présidentielle, même si le résultat ne vous a pas satisfait. Et elle s'exprimera au moment des élections législatives. Et c'est les Français qui trancheront. Et ce sera un résultat démocratique. Sur la loi travail. Donc sur la loi qui sera présentée, moi, j'ai pas de problème sur la méthode. Elle a été annoncée au moment des campagnes présidentielles et elle a été réaffirmée. Rien n'a été caché sur la méthode du président de la République. Ensuite, il y a deux choses dont vous n'avez pas parlé. J'ai dit que le Parlement votait avant et après, mais les parlementaires ne pourront pas modifier le texte. La méthode, elle avait été annoncée dans la présidentielle et réaffirmée dans la campagne législative. Il y a deux choses qui n'ont pas été présentées dans la manière dont vous avez présenté ce projet de loi qui va être précisé. C'est la question de la formation professionnelle, qui est essentielle dans notre pays, puisque aujourd'hui, malheureusement, on en bénéficie trop peu parce que ce sont des droits qui sont compliqués à faire valoir et on a un vrai enjeu de formation professionnelle et de revalorisation de l'apprentissage. Et c'est la création d'une assurance chômage universelle dont vont pouvoir bénéficier notamment les salariés démissionnaires, ce qui permet à la fois de remettre de la flexibilité, de remettre de la fluidité, permettre de la prise de risque, c'est-à-dire on a envie de démissionner, aujourd'hui on le fait pas parce que sinon on ne bénéficie, Je suis pas sûr qu'Aurore Bergé ait la précision. Bah justement, c'est pour ça vous avancez une idée. Non mais c'est incroyable. D'ailleurs, c'est bon. Vous battez pas. Vous dites qu'il y aura une indemnité. Je suis ravie d'avoir 4 forces d'opposition face à moi. Je sais que vous avez envie d'avoir en effet un maximum de parlementaires. Il y a quelques semaines, vous pensiez qu'on n'aurait pas de majorité absolue. Aujourd'hui, pour certains, vous êtes fait peut-être une raison. Alors, moi, j'accepte vous n'êtes pas encore majoritaire que déjà vous ne supportez pas la critique. On va voir si Roger Carotti est dans l'opposition sur le sujet. Il faut les faire taire. Alors, L'an dernier, Roger Carotti. Pourquoi l'an dernier? L'an dernier, la droite se préparait à voter contre la loi El Khomri. Vous êtes d'accord? Est-ce que là, vous seriez Macron compatible? Est-ce que vous seriez prêt à voter? Attention, pas de côté réducteur.
L'an dernier, nous avions dit, lorsqu'il y avait eu la première présentation du texte El Khomri, que sur un certain nombre de principes, nous étions d'accord. Sauf que je vous rappelle qu'ensuite, il y a eu des troubles, on va dire ça comme ça, au sein du Parti socialiste, et que le texte a été totalement revisité, et que là, nous n'étions plus du tout sur les principes initiaux de la loi El Khomri. Alors, moi, je veux seulement dire, et puis on verra le fond, quand on finira par le connaître, c'est vrai qu'il y aura un débat au Parlement. Loi d'habilitation, et puis ratification après. Sauf que les parlementaires n'auront pas la capacité d'amender, de modifier le texte, ce qui est quand même une réduction du pouvoir du Parlement. Mais au-delà de ça, le président de la République a reçu les syndicats et s'empresse de dire « je ne leur ai rien dit de particulier ». Le Premier ministre a reçu les syndicats. Visiblement, ça n'a pas suffi pour être éclairant. Il y a eu, il y a 2 jours, un texte de 4 pages disant vers quoi on allait. Mais vers quoi? Sur des grands principes. Et chaque fois qu'on approchait d'un élément précis, qu'est-ce que vous faites sur les salaires? Qu'est-ce que vous faites sur le contrat de travail? Qu'est-ce que vous faites sur les 35 heures, etc. C'était ça, on verra dans la négociation et la discussion. Donc vous attendez de voir. Est-ce que vous dis une question précise, non. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'attends rien du tout. Je dis au gouvernement, ça n'est pas correct, avant les législatives, de ne pas dire précisément ce qu'il y a dans vos ordonnances, parce que vous ne pouvez pas dire que les Français vont trancher et choisir si vous restez dans le flou. Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Et par conséquent, les choses ne sont pas sur cette ligne. Et ben voilà. Merci Roger Garouti. Vous l'attendiez, vous l'avez. Olivier Faure, vous vouliez réagir. Clairement, le recours aux ordonnances, c'est une ligne rouge dans le programme du Parti socialiste? Pas seulement la méthode, parce que je sais bien qu'on a annoncé... Mais si c'est possible... J'étais contre le 49.3, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc, moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'effectivement, on a, depuis quelques jours, des notes qui sortent progressivement dans la presse, avant-hier dans le Parisien, ce matin dans Libération, et qui annoncent des choses extrêmement dures pour les salariés. Parce que c'est à eux, Écoutez, si vous voulez démentir... On laisse finir Olivier Faure. Merci beaucoup. Il s'est exprimé quand même, donc on peut faire foi aux journalistes de dire ce qui est dans le projet. Bon, si je peux en caser une, et après vous reprendrez la parole si vous le souhaitez, mais... Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement a dit « Oui, mais c'est une note d'un juriste, après c'est la note, donc une note de travail. » Mais dans ces cas-là, que le gouvernement nous dise ce qu'il veut réellement. Moi, je veux bien le croire. Simplement, plutôt que d'avancer masqué jusqu'à l'élection et de démentir systématiquement, jour après jour, ce qui sort de ses bureaux, eh bien, qu'il nous dise ce qu'il veut. Et alors, effectivement, nous saurons. Parce que le problème démocratique qui est posé aux Français, c'est de savoir qu'ils vont voter pour des gens qui eux-mêmes, j'en fais crédit à Aurore Berger, ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils auront demain à voter. Ce qui est un problème, parce que si je donne à Aurore Berger ce qu'elle est prête à adopter ou pas, elle va me dire, mais on verra bien, ce sera la négociation. Mais la négociation, c'est pas une négociation, c'est une concertation. Ce qui veut dire que le gouvernement a seul la main, qu'il va légiférer par ordonnance, c'est-à-dire que le Parlement ne pourra pas, dans le détail, revenir sur les différents sujets. Et donc, nous aurons en réalité un débat qui aurait été de bout en bout masqué, puis ensuite manipulé, et enfin, on aura un résultat qui va toucher les Français. Je reviens d'un mot là-dessus. Parce que, de quoi s'agit-il ? Il pourrait y avoir demain, par exemple, la possibilité pour une entreprise de définir par elle-même ce que sera la nature de la rupture du contrat de travail. C'est-à-dire que demain, par exemple, pour vous... Par exemple, pas du tout, rien à voir. C'était dans le Parisien, le gouvernement a démenti. Ça marche plus, ça marche plus. Vous parlez de votre Pas du tout, pas du tout. Vous parlez de votre bilan. Ça veut dire que... Pas du tout. Ça veut dire que demain, si vous avez des objectifs qui seront... Mais ça veut dire, par exemple... Olivier Faure, si vous voulez pouvoir faire... Si vous voulez pouvoir faire... On ne peut pas en parler. Mais non. Si vous voulez pouvoir faire chacun vos conclusions comme c'est prévu, nous n'avons plus. J'aimerais bien pouvoir terminer ma phrase simplement pour dire que demain... Vous allez tous avoir une minute. Vous allez tous avoir une minute. Vous aurez un contrat de travail avec des objectifs qui seront fixés et que vous n'atteignez pas ces objectifs, vous pourrez être viré sans mot à dire. Voilà ce qui peut se passer demain. Alors, c'est entendu. Merci à tous. Je viens de le dire, ce débat de l'avant-premier tour touche à sa fin. Alors, pour conclure, on vous a proposé de vous laisser chacun 1 minute pour évoquer un sujet qui vous tient à cœur, nous dire pourquoi, même si on l'a déjà un peu compris, voter pour vous plutôt que pour un autre parti. William ? Et c'est le tirage au sort qui a déterminé l'ordre de ce dernier tour de table. On commence avec vous, Jordan Bardella, pour le Front National.
Écoutez, moi je veux dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils vont être appelés aux urnes pour un choix absolument crucial dimanche. Soit on décide de laisser les pleins pouvoirs à M. Macron pendant 5 ans. On a vu ce que ça a donné, les pleins pouvoirs à M. Hollande pendant 5 ans. Le Parti socialiste avait les régions, les départements, beaucoup de départements, le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et nous avons subi pendant 5 ans une politique assez dure en termes d'emploi, en termes d'immigration massive, en termes de laxisme vis-à-vis de l'insécurité. Et moi je ne veux pas que nous continuions de cette manière avec son héritier, M. Macron. Donc moi j'appelle les électeurs à se mobiliser pour faire entrer à l'Assemblée nationale un maximum de députés patriotes, courageux, qui défendront les intérêts nationaux, qui protégeront les Français face à la dérégulation du travail que M. Macron s'apprête à mettre en œuvre, face à l'augmentation de la CSG, par exemple, face à la complaisance vis-à-vis de l'insécurité, face à l'immigration massive, face à tous ces sujets fondamentaux qui intéressent nos compatriotes. Faites entrer un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale. Arrêtez de voter utile et votez plutôt pour vos convictions. C'est entendu. Alexis Corbière, vous avez 1 minute. Oui, il faut aller à l'essentiel. Il y a un projet très grave, on vient de le voir, qui va remettre en cause ce cadre fondamental pour tous les salariés qui sont dans la région. C'est le Code du travail. On en a débattu, c'est important. J'invite chacun à lire la presse, à aller voir. Il aura la possibilité, je répète, dans une société sous pression du chômage, qu'il y ait des accords d'entreprise qui remettent en cause même la rémunération des salariés. J'annonce demain qu'il y aura la possibilité, si on les laisse faire, que les salaires soient tirés vers le bas, que les facilités de licenciement soient augmentées. Tout le monde sait très bien que dans cette précarité, notamment dans la région, on ne peut pas trouver de logement, on ne peut pas être autonome. Donc je dis, vous avez un bulletin de vote clair avec la France Insoumise qui dit non à ça. Mais c'est aussi un vote pour la justice sociale, pour l'écologie. C'est un gouvernement qui est irresponsable sur le plan écologique. Le vote France Insoumise, c'est aussi un vote, je l'ai dit, pour la 6e République, pour des droits nouveaux. Les citoyens veulent être des citoyens actifs, y compris durant la durée du mandat. Ne votez pas pour des députés qui d'ores et déjà annoncent qu'ils seront des députés qui accepteront, parce que le président gouvernera par ordonnance, de ne pas trop savoir pourquoi ils voteront demain et qui se mettent en quelque sorte sous tutelle du président. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec le vote France Insoumise, vous aurez une opposition claire qui, en plus, ne fera pas croire qu'après 5 ans d'acceptation de François Hollande, on se modifierait en autre chose. Merci. Aurore Berger pour La République En Marche, 1 minute. Je voudrais d'abord employer un mot qui a été très peu utilisé pendant ce débat, qui est le mot ruralité. Moi, je suis candidate dans les Yvelines et au sein de la ruralité, on a souvent le sentiment de déclassement ou d'être un peu les oubliés des politiques publiques parce qu'on ne bénéficie pas des infrastructures de transport, parce qu'on a des classes qui ferment en zone rurale, parce qu'on manque de services publics de proximité. On parlait désertification médicale. Et je pense que ça va être un enjeu majeur si on veut garder une cohésion sociale dans notre pays, que de faire en sorte que la ruralité soit vraiment un atout parce qu'on vient aussi dans nos régions par choix d'un cadre de vie, d'une qualité de vie et il faut que ça perdure. Et puis enfin, de manière plus générale, je pense que les Français ont fait preuve dans cette campagne présidentielle de beaucoup d'audace, en élisant un homme nouveau, en élisant quelqu'un qui est un libéral, qui est européen, qui est humaniste, qui est réformateur. Et je pense qu'il a besoin d'une majorité pour agir et pour réformer ce pays. J'espère que cet optimisme que moi je ressens dans cette campagne présidentielle va à nouveau s'exprimer les 11 et 18 juin prochains. C'est entendu. À votre tour, Olivier Faure pour le Parti socialiste. Merci. Comme vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de flou dans le projet que propose Emmanuel Macron. Et donc, il y aura besoin de précision, il y aura besoin de gens qui travaillent. Et donc, vous avez le choix. Vous pouvez prendre des gens qui seront toujours pour ou des gens qui sont toujours contre. Et puis, vous pouvez aussi, dans ces cas-là, prendre des robots, ça coûtera moins cher. Et vous pouvez aussi prendre des gens qui, au contraire, feront en sorte que ce quinquennat réussisse. Et pour qu'il réussisse, cela suppose de le tirer vers la défense des retraités, la défense des chômeurs, la défense des salariés, la défense des petits propriétaires. Parce que sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, ce sont eux qui sont menacés. Et donc, moi, je souhaite à la fois la réussite du quinquennat et en même temps faire en sorte que ces catégories de population que je viens de mentionner, mais d'autres encore, puissent être protégées. Et c'est tout ce que nous ferons avec un groupe le plus nombreux possible, parce que là aussi, la question du vote utile n'est plus posée. Emmanuel Macron disposera d'une majorité. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer cette majorité, faire en sorte que dans ce pays, il n'y ait pas un parti unique qui seul prenne toutes les décisions et, dans l'euphorie du pouvoir, oublie qu'il y a aussi des Français. Merci. Roger Karoutchi, le mot de la fin pour les Républicains. C'est pas bien ça. Moi, je voudrais m'adresser à tous les électeurs de la droite et du centre. Vous avez été déçus par la présidentielle. Vous êtes inquiets par ces législatives. Mobilisez-vous. Allez voter. Ce sont vos convictions. C'est l'essence même de ce que vous êtes qui fera qu'il y aura demain des députés de droite et du centre pour se battre à l'Assemblée nationale. Se battre pour la République. Se battre pour la nation. Se battre pour le rétablissement de l'autorité de l'État, se battre pour votre emploi, se battre pour votre pouvoir d'achat. Il n'y a pas de chèque en blanc à donner, il n'y a pas d'opposition systématique sur tout à avoir, il y a simplement à vous défendre.
vous défendre, vous représenter par des élus qui vous connaissent, de proximité, qui sont des élus que vous avez choisis au niveau local et que vous allez élire à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont, pour vous, les meilleurs défenseurs. Merci Roger Carucci, merci à vous 5 d'avoir accepté notre invitation ce soir et pour la qualité de ce débat parce que je pense que nos téléspectateurs, et c'était le but, ont pu comprendre vos propositions, vos oppositions, etc. et que c'était bien le but de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez raté le début, sachez que ce débat est à revoir sur notre site internet idf.france3.fr. Il sera aussi rediffusé ce soir vers 23h. En attendant, dans un instant, vous allez retrouver Carla Carrasquera pour le journal régional. On parlera encore politique et ce soir, notre invité est Nicolas Dupont-Aignan. William, nous, on se retrouve dimanche dès 20h15 pour notre grande soirée législative. Nous serons partout à vos côtés dans la région. Très belle soirée et à très vite.